On l'a actualisé en 2006. Il a commencé à voir, suite 2003, a eu peu d'impact. Suite 2006 a eu un impact un peu plus élaboré déjà. Et puis on a remis complètement notre travail sur l'ouvrage, un ouvrage sur le métier en 2010, en août 2010, sur à peu près un peu plus d'un an, 13 mois de travail, pour véritablement sortir un scénario de transition complet qui analyse les besoins les trois grands besoins énergétiques que sont nos besoins de chaleur, nos besoins de mobilité, je ne dis pas transport. Transport, c'est le moyen pour faire de la mobilité. Le moyen de mobilité et les besoins en électricité dite spécifique. L'électricité spécifique, c'est ce qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec l'électricité. Le vidéoprojecteur, l'ordinateur avec l'éclairage, les appareillages, etc. Faire de la chaleur avec l'électricité, il y a d'autres moyens de faire de la chaleur. Donc ce n'est pas une électricité spécifique. Alors, comment on a fait? On a donc travaillé avec l'ensemble de ce groupe et présenté, comme Daniel l'a dit, ce travail en septembre 2011. Et puis, dessus, je vous en parlerai après, ou si vous avez quelques questions, eh bien, on essaye évidemment de diffuser ce travail au maximum. On l'a fait à la quasi-totalité des candidats à la présidentielle, dans la plupart des partis, également, etc. Petit à petit, ces idées progressent, arrivent, évidemment pas d'un coup, avec beaucoup de difficultés, mais tout de même, il y a un travail, il y a un saut de conscience, en quelque sorte, qui commence à arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce scénario, en prenant les plastiques. Avec quelques diapositives. Vous m'interrompez si vous le voulez, hein, comme on n'est pas nombreux. Je vais essayer, je pense que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout techniciens, ingénieurs ou autres, et dont le parti énergie, pour eux, c'est un petit peu nébuleux. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais bon, c'est quand même des choses un petit peu sur lesquelles il y a un minimum de compréhension. Et je crois qu'une université est là justement pour faire de la pédagogie. On a réuni tout ça dans ce gros bouquin qu'on a appelé, alors avec un petit peu d'impudeur, peut-être manifeste d'ailleurs, réussir la transition énergétique. Pourquoi manifeste? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie est bien au centre des solutions possibles. Et puis, on appelle aussi à une sorte de renversement de regard sur l'énergie, un nouveau paradigme, un regard plus du côté, effectivement, de la consommation, mais plutôt de l'usage, je vais parler de ça après, plutôt uniquement que de la production. Et on appelle aussi à dépasser un débat sur l'énergie qui pour nous est inutile, mais qui n'est pas le débat fondamental qui serait nucléaire contre l'éolien, par exemple, ou autre. Je crois que on ne peut l'aborder que si on a une vision large, assez systémique de THT. Alors, n'ayez pas peur de ce gros bouquin. Tout le monde nous dit que ça se lit assez facilement. On a essayé d'être assez pédagogique. Un petit scoop, si les 360 pages vous font peur, je suis en train d'écrire avec d'autres le petit, pas le indignez-vous de l'énergie, mais 100 pages à peu près, toujours chez Actes Sud. Normalement, ça devrait paraître en janvier prochain. C'est pas le résumé. L'idée est plutôt de faire le livre déclic. Moi, c'est le livre que j'ai envie de. C'est le livre que j'ai envie de donner autour de moi à ma famille, à ma maman. Ma maman, je lui ai donné, elle a vu, elle est ravie, son fils, etc. Mais en même temps, elle n'a pas lu. C'est normal. Je ne lui en veux pas. Par contre, j'aimerais bien qu'elle lise le suivant, c'est-à-dire le petit bouquin déclic qui donne envie d'aller plus loin, qui essaie de montrer que ces choses-là sont importantes. Alors, un petit rappel quand même sur l'énergie, en très rapide.
que ce n'est pas essentiel, puis il y a beaucoup de choses que maintenant, je pense que vous connaissez. Un des grands. Je crois qu'il faut parler d'énergie au pluriel, en crise au pluriel. Trois grandes crises, quatre en réalité, de l'énergie. Une crise liée au changement climatique, une crise liée aux ressources, une crise liée à la problématique des risques, notamment dans le nucléaire, et puis, concomitante à ces trois crises-là, une crise d'inégalité totale face à l'énergie. Sur le plan, en tout cas, du changement climatique, pour nous, aucun doute, il y a un changement climatique qui se prépare. Et aucun doute là-dessus, il n'y a pas de remise en cause qui nous paraît possible. D'ailleurs, ceux qui l'ont mis en cause, leurs voix sont maintenant de moins en moins fortes, parce que tous les jours, il y a des signes qui montrent qu'un changement climatique majeur se prépare. On le voit bien ici sur cette courbe, vous avez ce qu'on appelle les parties par million, c'est-à-dire le taux, la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien, elle était depuis moins 600 000 ans, on pourrait remonter maintenant à 800 000. Depuis moins 800 000 ans, elle a toujours été contenue au niveau à peu près 250, avec des variations qui sont dues à l'activité solaire, le volcanisme, etc. qu'on peut connaître. Mais depuis maintenant, alors, est-ce qu'on va souris? Oui, ça va. Depuis, en réalité, la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le fait qu'on a trouvé qu'on pouvait brûler du charbon et donc optimiser l'énergie, la concentration d'énergie. Donc depuis le milieu du 19e, et de façon extrêmement croissante, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a finalement au niveau mondial une activité ou une économie qui ne tient uniquement parce qu'on prend à l'intérieur du sous-sol du charbon, du pétrole et du gaz, on le brûle, et le carbone qui est à l'intérieur de ce fossilisé depuis des millions d'années, eh bien, il est renvoyé dans l'atmosphère. Les quantités sont telles que, évidemment, à un moment donné, on va vers une modification de l'atmosphère. La difficulté, c'est qu'elle est invisible. Si l'atmosphère devenait rouge tout d'un coup avec le CO2, l'humanité réagirait beaucoup plus vite. On ne le voit qu'au travers de courbes comme celle-ci, où par exemple, aujourd'hui, on est extrêmement proche des 400. 390 parties par million, 400 au niveau des pôles déjà. Et puis, tous les indicateurs montent chaque année, ça monte c'est la température de la Terre, en gros, ça monte de 2 ppm à peu près. Qu'est-ce que nous disent les climatologues? Ils nous disent, vers les 450, donc on y est pratiquement 450-500, il y a des risques de phénomènes irréversibles. Un exemple de phénomène irréversible, c'est par exemple la fonte de ce qu'on appelle le permafrost gelé. Vous connaissez, vous êtes peut-être allé en montagne, et à la fin de l'année, dans les villages, eh bien, la neige commence à fondre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle fond tout d'un coup. En quelques jours, hop, il n'y a plus de neige. C'est dû au fait, si vous voulez, que lorsque la neige fond, eh bien, à la place de la neige qui réfléchissait le soleil, il y a la terre plus sombre qui va absorber le soleil. Et donc la terre se réchauffe très vite sous la neige, et donc la neige disparaît très vite. C'est exactement le même phénomène, sauf pour le permafrost, pour la toundra, mais c'est du méthane qui est libéré en quantité de méthane qui a été stocké à 1 mètre de profondeur, qui peut se libérer. Et s'il se libère en quantité très forte, à ce moment-là, les changements climatiques seront majeurs. Des choses comme ça, il y en a des dizaines concernant l'acidité de l'océan, concernant la fonte des glaces du Groenland, etc., etc. La fonte complète des glaces du Groenland n'est plus à exclure. On a déjà maintenant, cette année, on a pour la première fois plus de 90% de la calotte totale du Groenland qui, à un moment donné de l'année, fondait. Ça ne veut pas dire que tout fond, évidemment, parce qu'il y a des épaisseurs importantes, mais c'est la première fois qu'il n'y a pratiquement plus de glace permanente toute l'année durant
etc., etc. Donc, un énorme problème qui va après derrière créer des problèmes considérables, notamment en matière de réfugiés climatiques. On peut estimer à peu près à 3 milliards de personnes, des personnes qui vont être concernées par une montée des eaux, par exemple, très importante. La glace du Groenland qui fond, c'est 7 mètres d'eau en plus, partout sur la Terre. Donc, un problème majeur et une incapacité notoire des nations à s'organiser par rapport à ça. On l'a bien vu à Copenhague. Deuxième problème majeur, celui des ressources. Sur ce graphique, vous avez l'écart entre les découvertes de pétrole et les consommations de pétrole, année par année. Lorsqu'on est en bleu clair, là, eh bien, les découvertes sur une année ont été supérieures aux consommations. Et vous voyez qu'il y a un basculement qui s'est opéré dans les années 80, comme énormément de choses d'ailleurs en matière d'écologie, d'environnement. C'est dans ces années 80-85 qu'on a franchi des caps, des seuils. Après, derrière, pratiquement sur toutes les années, et ça l'est de plus en plus, la consommation mondiale est supérieure aux découvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand réservoir de pétrole se vide progressivement. Imaginez que vous vouliez qu'on puisse mettre tout le pétrole du monde entier dans une grande cuve. Eh bien, tout le pétrole du monde entier, connu, historiquement connu, tiendrait dans un simple réservoir de 7 km de côté. 7 km sur 7 sur 7. Et ce réservoir, on l'a déjà vidé à moitié. Et il continue à se vider, puisque, bien sûr, les consommations sont supérieures aux découvertes. La fuite, si vous voulez, par la consommation est supérieure aux minéraux. Actuellement, c'est dans un rapport de l'ordre de 3. Autrement dit, pour un baril découvert, on consomme 3. Donc ça s'accélère et on arrive à ce qu'on appelle le fameux pic du pétrole, où on y est actuellement, qui sera plutôt une sorte de plateau ondulé. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué sur le plan géologique, mais ça ne va pas s'arrêter brutalement, c'est ça la difficulté en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers le maintien d'un baril entre 100 et 150 dollars durant pas mal d'années encore, au moins une dizaine d'années. Mais c'est un fait, il y a moins de découvertes que de consommation de pétrole. Et pour reprendre cette image, eh bien, en bas de la grande cuve qui fait 7 km de côté et donc qui est vidée à moitié, vous avez imaginé qu'on consomme du pétrole et donc une énorme station-service qui correspond à la consommation mondiale. Eh bien, cette consommation, dans cette station-service, il y aurait 800 000 voitures qui, en permanence, feraient le plein. Voilà la consommation actuelle. Et voilà comment la Terre tourne, en quelque sorte. Vous arrêtez cette consommation de pétrole, tout s'arrête. On est dans une espèce de désintégration, finalement, de nos sociétés. La troisième question qui se pose, c'est celle des risques industriels liés à l'énergie et notamment du nucléaire. Il y a évidemment la question des risques qui a été matérialisée à Tchernobyl, puis qu'on voit ici à gauche, et puis bien sûr à Fukushima le 11 mars 2011. Mais au-delà de cette question de risque, il y a aussi la question intrinsèque liée à l'utilisation du nucléaire sur l'ensemble des critères. Et nous, on s'est dit on ne va pas faire une analyse dogmatique, prendre une position brutale, anti, pro, etc., c'est avoir une étiquette. Non, regardons-le sur le plan d'un certain nombre de critères qui seraient ceux des critères auxquels on est en droit d'exiger qu'une énergie puisse avoir si on veut qu'elle soit compatible avec la vie future, tout simplement, et avec les générations à venir. Est-ce qu'on est face à une énergie qui est partagée, qui est citoyenne, qui n'est pas, sur lequel il n'y a pas de risque de prolifération, sur lequel, derrière, on gère absolument correctement les déchets, etc., etc. Et quand on regarde le nucléaire, d'où qu'on le regarde,
Il y a un seul critère simplement qui répondrait au développement soutenable, c'est celui de la moindre émission de CO2. L'émission n'est pas nulle, puisqu'il faut construire les centrales, transporter de l'uranium, etc. Disons qu'il y a moins d'émissions de CO2, bien entendu. Mais en même temps, faut-il, au travers de ce seul critère, dire qu'il faut aller là-dedans parce qu'il répond à ce critère-là? On dit nous, non, attention, n'ayons pas des lunettes qui soient simplement avec une vision sur le CO2, c'est-à-dire une vue monocarbonée des choses. C'est bien un choix pour l'avenir. Et ce qui est très important, c'est que la France, aujourd'hui, en 2012, 2013, 2014, elle est dans ce point de basculement. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le choix du nucléaire? Est-ce qu'on relance un grand programme avec des EPR sur les centrales actuelles? Est-ce qu'on met aussi beaucoup d'argent pour passer aux centrales actuelles de 30 à 40 puis 60 ans, si on peut le faire? Ou est-ce que derrière, il y a d'autres alternatives? On a fait, nous, le choix d'un scénario de sortie du nucléaire conditionné à une triple exigence. Un, que ça soit compatible sur le plan industriel. Deux, que ça soit compatible par rapport à la fourniture d'électricité au niveau du réseau. On va couper l'électricité aux Français, évidemment. Parce que derrière, c'est des problèmes économiques, etc., et sociaux donc considérables. Et puis trois, que ça soit aussi fonction de la nature du risque. Autrement dit, avec une fermeture des centrales pas n'importe comment, mais qui soit programmée en fonction du risque potentiel. Ancienneté, vétusté, mode de fonctionnement, sismicité, risque d'inondation, etc. Et d'où l'idée d'une descente du nucléaire, en quelque sorte d'une sortie du nucléaire. J'aime pas tellement le mot sortie du nucléaire, parce que il y aura les déchets après. Ils sont encore là. Donc, la vraie sortie du nucléaire, c'est dans 100 000 ans. Donc c'est plutôt la fin de la production d'électricité nucléaire, mais avec une trajectoire compatible avec, derrière, un développement soutenable, d'un développement sur lequel on résout aussi le problème des fossiles et on résout aussi le problème du CO2. Voilà, c'est ça l'objet. Cela étant, on considère aussi à négawatt, j'insiste un petit peu sur le nucléaire parce que c'est un point important, on considère quand même aussi que quelque part, ça n'est pas une énergie comme une autre. Et que le risque, en tout cas, n'est pas comme un autre. Fukushima, c'est pas un risque industriel classique. Un risque industriel classique, l'expression est très très mauvaise et bien entendu épouvantable, c'est par exemple AZF. AZF, on ne sait pas toujours bien pourquoi, explose, 23 morts, des dégâts, c'est évidemment tout à fait une catastrophe. Mais quelques secondes après, quelques minutes après l'explosion AZF, on est dans la reconstruction. Un tsunami, un risque naturel majeur, après le tsunami, on est dans la reconstruction. À Fukushima, on n'est pas dans la reconstruction. Et on ne le sera pas avant une trentaine d'années, au mieux. Et quelque part, on a le gel quasiment d'un territoire qui est à peu près grand comme la Belgique. Imaginez la problématique en France, la même. C'est l'ensemble de même s'il n'y a pas de mort, c'est l'ensemble de l'économie. Excusez-moi, par rapport à ce que vous dites, les pollutions chimiques restent exactement au même niveau que la pollution radioactive, parce que si vous avez des déversements de produits chimiques toxiques qui restent rémanents, vous avez également une durée sur la gestion de l'environnement. Alors je suis d'accord avec vous sur le problème en fait est la diffusion à faible dose, notamment de la. Et AZF, c'est pas la diffusion à faible dose, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est un accident industriel, si vous voulez. Dans le cas du nucléaire, comme dans le cas effectivement du chimique, on est en train de le voir de plus en plus aujourd'hui avec les grandes questions qui se posent, notamment sur la diffusion de produits industriels et chimiques et leurs conséquences sur la santé, on est face à quelque chose qui ne se voit pas,
quelque chose qui est qui est assez insidieux parce qu'on est sur des faibles doses. Et donc, le retour, il est beaucoup moins frappant qu'un accident, je crois que l'humanité est capable de réagir par rapport à un accident ou une catastrophe naturelle avec énormément d'empathie et de volonté, etc. Il y en a plein d'exemples dans l'histoire. Mais face à des choses un peu insidieuses, c'est beaucoup plus difficile, parce que là, il faut un niveau de conscience un petit peu plus élaboré. C'est pas évident du tout. Et le nucléaire, et le risque nucléaire, au-delà de l'accident lui-même, relève de ce genre de risque, sur lequel il faut pouvoir l'anticiper et le prévoir de façon à ce qu'il n'ait pas lieu. Là-dessus, on est assez en accord avec un philosophe que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui a écrit des choses très intéressantes sur le catastrophisme éclairé, qui consiste à dire, au retour d'ailleurs de Tchernobyl, en grande partie, et qui consiste à dire il faut que l'humanité ait un niveau de conscience qui fasse en sorte que la catastrophe ne soit pas un impensé. Or, actuellement, vis-à-vis du nucléaire en France, on est sur un impensé de la catastrophe. Moi, je n'ai pas de réponse à la question très simple suivante. Le budget, la centrale du budget, est à 30 km de Lyon. En cas de vent venant de l'Est, comment on évacue Lyon en 1 heure? Comment on évacue Paris et l'Île-de-France, 10 millions de personnes, en 2 heures, dans le cas d'un accident majeur à Nogent, la centrale de Nogent? Quels sont les Parisiens qui ont les consignes? Est-ce qu'on peut imaginer, vous, gouvernement, voilà, c'est ça. Alors je pense en fait que la question à poser est là. Vous qui êtes en responsabilité, où est le plan d'évacuation de Paris vis-à-vis de Nogent et comment ça se passe? Tout simplement, dites-nous comment ça se passe. Si vous ne savez pas comment ça se passe, là, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Ou alors, on admet que la catastrophe n'a lieu que dans la zone considérée où on distribue quelques pastilles d'iode, c'est-à-dire un kilomètre complètement idiot. On sait maintenant que Tokyo, à 250 km, 230 km de Fukushima, a failli être évacué. C'était lié au vent, à une renverse de vent. Le vent est parti, la pollution radioactive est partie vers le Pacifique. Et sinon, la préparation d'évacuation de Tokyo, il faut mettre des gros ventilateurs. En réalité, elle aurait créé beaucoup plus de panique. Et tous les habitants doivent souffler ensemble dans la même direction. Les Japonais sont sans doute plus disciplinés que le grand bazar qu'on aurait s'il fallait évacuer Paris en 2 heures. Je veux dire, Donc, là-dessus, il faut, je crois, se poser des questions. Et la conclusion est de dire, c'est pas parce la conclusion pour nous est de dire, faisons un petit peu preuve d'humilité, quelque part, dans nos choix. C'est pas parce qu'une technologie existe qu'il faut la prendre à tous les coups. C'est pas parce qu'on sait faire des avions gigantesques qu'il faut peut-être les faire. C'est etc., etc., etc. Et on est arrivé, à mon avis, à un point de l'histoire où il faut abandonner, où l'homme a une telle pression sur la nature que s'il ne fait pas preuve d'un minimum d'humilité par rapport à ça et de réflexion, eh bien on peut courir à la catastrophe. Vous savez qu'un certain nombre je termine là-dessus, qu'un certain nombre de gens, et notamment de géologues, disent qu'on est rentré depuis à peu près, on fixe ça à 1800, à l'avancement de la machine à vapeur, dans une nouvelle ère géologique qu'ils appellent l'Anthropocène, qui ferait donc suite à l'Holocène, où on est actuellement. L'Anthropocène, c'est l'ère géologique sur laquelle finalement la force la plus importante d'action sur la nature, c'est l'homme, vis-à-vis de la modification de celle-ci. Alors ça ne va pas se faire demain, mais très sérieusement, dans les grandes commissions mondiales de géologie, la question de déclarer l'Anthropocène à partir de 1860, 1850 à peu près, est clairement posée. Ça nous donne une responsabilité majeure qu'on n'a finalement jamais prise. Alors face à ça,
un grand développement initial. C'est peut-être mieux de faire un développement comme ça, puis après derrière on ira un peu plus vite sur les dias, les aspects un peu techniques. Face à ça, si on réfléchit un petit peu et on se dit, mais mince, où est la solution? Eh bien, finalement, est-ce que la solution, c'est pas de se dire qu'on a un raisonnement qui est, comment dire, uniquement centré sur la Terre comme un système fermé. Autrement dit, on a, pour notre énergie, puisé dans le sous-sol. On y a le colonel Drake qui a trouvé du pétrole à Titusville, et puis à partir de là, on a construit une société du pétrole, du gaz, etc. etc. On a fait pareil pour le gaz, on a fait pareil après pour le charbon, pour l'uranium, mais est-ce que c'est la bonne façon? Autrement dit, de puiser dans les ressources de la Terre pour arriver à avoir notre énergie. On a oublié le Soleil. En réalité, le fonctionnement normal, quelque part, de la Terre, dans une vision un peu large, est finalement celle d'un système qui n'est pas clos, qui est alimenté par un moteur qui s'appelle le Soleil. Et ce moteur, il nous crée une double alimentation. Une alimentation en chaleur, en énergie, le rayonnement solaire bien entendu, qu'on peut capter, transformer, etc. Et puis il y a une autre alimentation formidable qui est la création de matière, la photosynthèse. Et donc, l'idée c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de construire une société énergétique et en même temps derrière une industrie, etc., qui serait basée sur à la fois cette production d'énergie et cette production de matière. Finalement, c'est pas si compliqué, enfin c'est très compliqué, mais c'est pas si extraordinaire que ça. La forêt qui est tout autour, elle fonctionne pas autrement. Elle fonctionne avec, en symbiose en quelque sorte avec l'énergie solaire qui lui arrive. Et elle renouvelle ses propres déchets, etc. La forêt c'est une usine formidable. Absolument, c'est l'usine de demain, en quelque sorte, si on veut la regarder sur un plan écologique. D'où l'idée de dire, on s'en tirera vis-à-vis de l'ensemble des problèmes que j'ai évoqués, qu'à partir du moment où on a une vision qui consiste à travailler, à réfléchir finalement sur ces flux d'énergie et ces flux de matière, plutôt que toujours sur les stocks. En fait, quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'on est sur une société fondée sur les stocks. Stocks de gaz, de pétrole, mais aussi stocks de charbon, stocks d'acier, enfin stocks d'acier, de fer, qui est ensuite transformé en acier, stocks de matières premières, voilà. Et on est prédateur de ces stocks. Eh bien, nous, on pense qu'il est temps de passer d'une civilisation du stock à une civilisation du flux. Et de flux équilibrés, bien entendu. D'où la priorité donnée à des flux renouvelables et la matière renouvelable le plus possible. Alors évidemment, ça ne sera pas demain, bien entendu. Mais c'est l'orientation qu'il faut donner. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer, au-delà de cette vision, comme je disais tout à l'heure, d'arriver à en tracer une trajectoire. Alors à partir de là, on s'est dit, bon, on ne va pas se lancer dans un scénario mondial. Pas tout seul. Peut-être un jour, mais bon, commençons déjà par notre belle France. Donc, on a limité notre travail à la France et la Corse. On a gardé, parce que bon, c'est pas par problème, parce que je donne des cours à Bastia. Pas la Guadeloupe. Donc là, la France, mais le continent, comme ils disent, et puis et la Corse. Par contre, pas nos confettis de l'Empire, les dômes, parce que là, les problématiques sont évidemment très différentes, mais on pourrait tout à fait construire des serrures mégawatts pour chacune de ces îles, et d'ailleurs, la Réunion est en train de le faire de façon très très intéressante. À partir de là, on s'est dit aussi, n'ayons pas une vision autarcique. Autrement dit, une vision autonome. Pas pareil.
Autrement dit, essayons de construire un système énergétique qui se suffit à lui-même. À la limite, si on a trop d'énergie, eh bien, on en donnera, on en vendra aux voisins. Pourquoi pas, ou trop de matière, etc. Donc, mais ne soyons pas dans une dépendance, et au contraire, augmentons l'indépendance énergétique de la France. Je reviendrai sans doute là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites souvent avec voilà un petit peu le point de base. Alors, à part ça, à côté de ça, quelle est la démarche aussi qu'il faut avoir pour revenir à un certain nombre de choix? Parce que l'énergie, ce n'est pas uniquement des choix liés à un combustible, à un carburant, etc., etc. En fait, les choix qu'on peut avoir sur notre mode d'habitat, notre mode d'urbanisme, sur la mobilité, sur le travail, eh bien, vont évidemment influer de façon considérable sur nos consommations d'énergie. On en parlera après. Donc il nous faut une réflexion par rapport à ça. Et on a élaboré progressivement une réflexion qui est la suivante. Elle est d'abord de dire que la réserve d'énergie est considérable. On voit bien ici sur ce tableau, sur ce graphique, le grand cube jaune, c'est l'énergie solaire qui arrive sur la Terre en une seule année. Puis les autres cubes, c'est la totalité des stocks d'énergie sur gaz, pétrole, charbon, uranium, etc. Puis le petit cube à droite, c'est le total de la consommation annuelle d'énergie. Donc on se dit, il y a du potentiel quand même, quelque part, même si évidemment, il n'est pas très facile à capter. Mais on est aussi dans une société complète de, non pas sobriété, mais d'ébriété énergétique. Alors j'aime bien cette photo, elle est marrante, elle marche à tous les coups quand je la présente. Bon, évidemment, ça pouvait être aux États-Unis, ça c'était pas possible. Non, en fait, l'escalator il fonctionne à l'envers, ça oblige les gens de faire un échauffement avant d'arriver. Où on voit deux malabars là, qui vont aller suer, etc. Ils ne sont pas capables de monter les escaliers et il faut 2 escalators qui consomment évidemment de l'énergie pour pouvoir y arriver. Des exemples comme ça, je pourrais passer l'après-midi. J'en ai un autre. Alors, il n'est pas loin d'ici, celui-là. Oui. Il n'est pas loin d'ici. Il est à côté du vieux port de Marseille. Dans une des rues à côté, il y a un restaurant. Tout d'un coup, je lève la tête et je vois ce truc-là. Alors moi, en plus, je travaille sur la problématique j'ai écrit un livre qui s'appelle Fraîcheur sans clim. Vous voyez, donc, alors ça m'a jamais dit quand j'ai pris la photo. Là, on est arrivé au bout de la cohérence. C'est-à-dire que quelque part, on est dans la néga-fenêtre, remplacée par la clim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que l'habitat, alors là on est sur l'habitat ancien, mais la température s'élève. Notamment, il y a un effet d'îlot de chaleur urbain, ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, qui est tout à fait important parce que les villes sont plus denses, les matériaux, les moteurs, les voitures, etc. Et sur une ville comme Paris, vous pouvez avoir facilement 6 à 8 degrés de température en plus au centre de la ville par rapport à la campagne. C'est vraiment très important. La réponse qu'on a, c'est climatisation et donc énergie. Et donc, on est bien sur une espèce de pis-aller comment dire, on va chercher l'aspirine. On est malade, mais on ne veut pas le savoir et on va chercher l'énergie extérieure pour résoudre le problème. Et puis ça c'est ce qu'il y a derrière le petit clic que vous faites, vous savez, quand vous êtes sur Google et vous cherchez quelque chose là. C'est ce qu'on appelle un data center, c'est-à-dire c'est le centre de refroidissement, plus exactement, d'un data center sur lequel vous avez toutes les données mondiales. Derrière, au fond, il y a toute une série des batteries entières d'ordinateurs qui ont toutes les informations que vous voulez sur vous. Et puis, alors effectivement, Google, je cherche, c'est pratique, c'est formidable, mais il y a d'immenses consommations d'énergie qui sont derrière. Pour fixer les idées, on peut se dire que des entreprises comme Google, par exemple, cherchent maintenant à installer leur data center au-dessus du cercle polaire parce qu'il fait plus froid. Et à ce moment-là, ils vont gagner
vraiment des sous et de l'énergie pour pouvoir refroidir l'ensemble des machines. On est dans un délire complet. Et ces data centers correspondent à des consommations de villes moyennes. C'est tout à fait considérable, ça se développe à toute allure. Et on est bien dans une société sur laquelle on ne voit plus ce qu'il y a derrière le bouton. Vous connaissez peut-être un jeu qui s'appelle, alors on en parle moins maintenant, on a beaucoup parlé, qui s'appelle Second Life. Second Life, c'est vous créez, vous avez un jeu, et vous allez créer un autre de vous-même, un avatar, à qui évidemment il va arriver une vie merveilleuse, ou pas d'ailleurs, il peut se faire tuer, mais bref, c'est un univers virtuel dans lequel vous pourrez avoir un deuxième, créer donc un avatar, comme le bon film. Les gens ont fait le calcul, un avatar consomme 180 kWh, 175 kWh en moyenne d'énergie par an. Un Éthiopien réel, pas un avatar d'Éthiopien, en moyenne il consomme 40 kWh d'énergie. 40. En réalité, il ne consomme pas, c'est les climatiseurs à Addis Abeba. Mais si on fait la moyenne de consommation, c'est ça. Donc notre société, c'est la quatrième grande crise, c'est une inégalité totale face à l'énergie, de 40 kWh pour les pays les moins démunis, les moins munis en électricité, en production électrique, jusqu'à à peu près 20 000 kWh pour les pays les plus développés, jusqu'à à peu près 30 000 au maximum sur certains pays. Nous tous ici, on est à 8 000, 7 à 8 000 kWh, tout compris. C'est la division entre la totalité de la consommation d'énergie et le nombre de Français. Donc là-dedans, c'est la consommation électrique. C'est uniquement l'électricité, attention. La consommation totale, il faut multiplier par 5. Donc, à peu près 7 à 8 000 kWh consommés en électricité par personne. Alors, face à ces gigantesques gaspillages, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous, on propose de revenir à l'idée de l'usage de l'énergie, aux besoins effectifs, et de dire, attention, un kilowattheure ne vaut pas un autre. Il y a des kilowattheures qui sont des kilowattheures essentiels. Il n'est pas question, dans un négawatt, de ne plus avoir de réfrigérateur chez soi. Bon, on pourrait imaginer une société sans réfrigérateur, mais ça fait partie, je dirais, du bien-être et du confort normal. Par contre, est-ce qu'il faut avoir un grand réfrigérateur américain avec la porte sur laquelle il y a des glaçons et qui va consommer 2, 3, 4 fois plus qu'un réfrigérateur normal? Et si on ouvre la porte du réfrigérateur, il y a quelques yaourts qui se courent après, eh bien, on dit non. Autrement dit, là on est dans l'extravagance, on est dans le superfétatoire. Et donc, il ne faut pas placer toutes les consommations d'énergie au même niveau. Il faudrait presque les classifier selon une sorte d'échelle qui irait du vital jusqu'au nuisible. Et à partir de là, qui évidemment devrait se faire, ce classement, en quelque sorte, devrait se faire au niveau sur un plan démocratique, sur un plan citoyen. Eh bien, à partir de là, on peut imaginer d'avoir une régulation qui puisse s'opérer, qui aille de la production jusqu'à l'obligation passant par les incitations, etc. Ça a l'air très compliqué, un peu irréaliste. Non, prenez quelque chose que vous connaissez tous, le code de la route. C'est exactement la même chose. Le code de la route, finalement, c'est une sorte d'expression démocratique, acceptée finalement par tous, qui est une série d'obligations. Je mets ma ceinture, c'est une série d'interdictions. Je dois m'arrêter à un feu rouge, etc., qui fait que quelque part, on arrive à vivre un peu près ensemble. Eh bien, je crois que pour les consommations d'énergie, il faut arriver à faire pareil, avec ne pas avoir peur d'un certain nombre d'interdictions lorsque c'est totalement extravagant à la limite, parce qu'on ne peut pas se le permettre tout simplement. Et puis, il faut aussi avoir une réflexion, qui soit une réflexion sur tous les objets de la vie quotidienne, et à la fois dans la sphère domestique, mais aussi dans la sphère tertiaire.
et puis dans l'urbanisme, dans le quotidien qui nous entoure. Je prends souvent cet exemple. Il m'arrive assez souvent de me rendre à Paris. Et j'ai vu arriver un jour un premier écran publicitaire vidéo. Tiens, il remplaçait la fiche normale. Bon. Puis un deuxième, et puis un troisième. Et maintenant, il y en a des milliers. Et vous ne pouvez pas parcourir le métro sans en voir à tout bout de champ, qui présentent tous d'ailleurs des publicités qui, la plupart du temps, vont inciter aussi à consommer, et évidemment à consommer l'énergie derrière. Le vol low cost, aux Seychelles, etc. Et puis alors on a regardé, mais qu'est-ce que c'est que la consommation d'un de ces panneaux? On a fait un peu de calcul, et on est arrivé à 7000 kWh. Autrement dit, un panneau publicitaire, c'est la consommation en électricité spécifique de 2 familles et demie. Si on veut refaire un autre calcul, on sait maintenant faire des habitations dites passives qui consomment pratiquement plus d'énergie pour le chauffage. On sait, sur le plan de la conception du bâtiment, etc., avec un seul de ces panneaux, fournir de l'énergie pour arriver, ça va vous étonner, en rapport d'énergie primaire, arriver à chauffer pratiquement une centaine de personnes. Donc on est dans une société qui va de côté là. Et quand vous êtes à la gare de Lyon, eh bien vous avez de chaque côté des escalators 10 de ces panneaux qui présentent exactement la même publicité. Alors, quand on interroge les RATP là-dessus, on dit « Ah oui, mais attention, si vous nous enlevez ça, ça va enlever la publicité, donc à ce moment-là, le prix du billet pour l'usager va augmenter. » Ouais, ok. Il doit avoir aussi derrière. Et en même temps, est-ce qu'on peut se le permettre? C'est-à-dire que quelque part, on est sur des systèmes qui dysfonctionnent. On interdit ces panneaux, ou plus exactement, on les autorise que ce qu'ils consomment, non pas 7000 kWh, mais 100 kWh par exemple, et là le problème est réglé. Donc, il faut arriver là-dessus et travailler sur cette question de sobriété énergétique. J'insiste un petit peu sur des choses non techniques peut-être, puis j'irai un petit peu plus vite sur l'aspect technique parce qu'on a aussi des documents là-dessus. L'idée, en matière de sobriété énergétique, c'est de dire attention, c'est pas le rationnement, c'est pas l'austérité, c'est pas la restriction. La sobriété est un concept assez intéressant parce que finalement, elle renvoie à son contraire, qui est l'ébriété. Et on est bien dans une société d'ébriété, c'est-à-dire qu'on consomme un verre, 2 verres, 3 verres, 5 verres d'énergie, on est dans un état un peu bien, bon, pas mal. Par contre, le lendemain, évidemment, on est dans la gueule de bois énergétique. Et là, c'est pareil. Ça veut dire qu'un verre, pourquoi pas? On n'est pas une politique d'austérité, puisque le mot, évidemment, est bien à la mode, énergétique, c'est pas la même chose qu'une politique de sobriété énergétique. Dans la sobriété, il y a de la réflexion, il y a de la volonté, il y a de la décision personnelle. Oui, ok, un verre, un bon verre. Pas une vulgaire piquette. Et si on le regarde, pardon, l'eau. J'espère que ça va tenir encore un moment. Pour l'instant, ça vous. Je suis pas trop pénible. Non, c'est bon. Ça ne dort pas trop. Ah non, pas du tout. Bon, ok. Donc, là, si on analyse un petit peu la sobriété, en fait, vous avez 3 critères de sobriété. Une sobriété dimensionnelle, d'usage, et puis qu'on peut appeler conviviale, comme niche, ou de coopération, d'utilisation, etc. La sobriété dimensionnelle, c'est de dire, ayons des équipements qui soient bien dimensionnés. C'est pas le cas, y compris pour des objets vraiment extrêmement simples. Autrement dit, votre voiture en ville. Votre voiture en ville, c'est une voiture qui fait 1 tonne 2, 1 tonne 5 pour une voiture, et qui va transporter la plupart du temps une seule personne qui fait 60-70 kg. Il y a un rapport absolument extraordinaire entre
le poids de la personne transportée et le poids de la voiture. Le vélo, c'est l'inverse. Le vélo réussit à transporter les gens avec 10 kg, un poids de 10 kg. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde à vélo, c'est évident. Par contre, on n'arrivera pas à avoir des voitures qui sont au niveau de ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'ordre de 1 litre au 100 à peu près en ville, ou l'équivalent essence, en quelque sorte, avec des voitures de 1500 kg. Or, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a la même voiture pour à la fois se déplacer en ville et aller chercher une baguette de pain à 500 mètres, et puis c'est le même outil finalement qui va nous servir à partir en vacances, chargé à 800 km de là et à 130 km/h sur l'autoroute. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut réfléchir au dimensionnement. Et donc avoir des voitures adaptées en ville, puis peut-être pour des usages qui sont des usages familiaux qu'il ne faut pas interdire. Du coup, absolument pas derrière, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller visiter sa famille loin, etc. Eh bien, il faut aussi un véhicule qui soit approprié. Et quand on réfléchit à ça, eh bien, tout de suite, il y a des gains énergétiques qui sont formidables. Là, un usage juste, une sobriété d'usage. Quand on fait des mesures, on s'aperçoit qu'on a, dans toute une série de bâtiments, un conseil général, un lycée, plein d'entreprises, voire même en partie chez vous, énormément de consommation d'énergie quand il n'y a personne. Le week-end, par exemple, un bâtiment classique, il va consommer à peu près le tiers de l'énergie qu'il consommerait quand il y a du monde. Par les problématiques de ventilation, parce qu'on ne fait pas attention, parce que ceci, parce que cela. Donc là, il y a... Pardon. Plastique. Là, il y a un gain. Il y a un gain tout à fait considérable à adapter, à essayer de faire en sorte que tout simplement une machine ne consomme d'énergie que quand il y a un usage. Un bel exemple, c'est celui de nos ordinateurs. Des mesures ont été faites et on s'aperçoit qu'un ordinateur courant qui appartient à un employé, eh bien, il va fonctionner 50 heures, 55 heures, alors que la durée légale du travail est 35 heures. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que quelque part, il fonctionne alors qu'il n'y a personne, il n'est pas éteint, il est gardé le soir, parce que le soir, il faut faire des sauvegardes, et donc on n'a pas réfléchi. Bref, il y a énormément d'exemples comme ça qui montrent qu'il y a un gain de sobriété possible sur le niveau et la durée d'utilisation et d'exploitation. Puis après, derrière, il y a l'organisation collective. Par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure sur les voitures, le copartage d'une voiture ou le co-voiturage. Copartage, c'est quand vous avez une voiture qui peut être utilisée à plusieurs, avec évidemment des systèmes de copartage. Eh bien, le copartage, en moyenne, ça remplace à peu près 7 voitures. Et donc, il y a aussi les consommations d'énergie liées de matière, liées à la fabrication des voitures, etc., etc. Moi, je travaille pas mal avec des urbanistes. Je peux vous dire que, pas tous les jours, malheureusement, mais il y a des fois où, dans une demi-journée de travail avec eux, je gagne des dizaines et des dizaines de tonnes d'équivalent pétrole, rien que sur un plan, rien que sur le fait de dire, attention, là on est sur quelque chose qui manque vraiment un petit peu de capacité, qui va nécessiter après d'aller prendre sa voiture, etc., etc. Donc, une réflexion qui nous paraît nécessaire sur la sobriété, et vous voyez que là, on est plus dans la décision sociétale, dans l'appel à l'intelligence, à la règle collective acceptée, que uniquement sur une problématique d'ingénieur. Finalement, la sobriété est plus du côté des citoyens que des ingénieurs. Alors maintenant, les ingénieurs, il faut aussi qu'ils travaillent sur tout ce qu'on appelle l'efficacité, là c'est le rendement des appareillages. Et là, on a des possibilités d'efficacité dans la... Oui, non. Bon problème. Non, c'est pas vraiment un problème, parce que en réalité, bon, il faut peut-être aller jusqu'au bout de la présentation, mais je veux dire que on peut aller jusqu'à 16h20, 16h15, 16h20 pour avoir après des questions et un débat, mais il n'empêche qu'après, il y a un atelier qui s'appelle « Quelle source au pluriel d'énergie pour répondre à la réindustrialisation ?» et je pense que là, le débat aussi peut continuer.
pour répondre à ta question tout à l'heure. Donc voilà. D'accord. Alors, je vais passer assez vite parce qu'on a aussi pas mal de documents qui peuvent le présenter. Donc, différents types d'efficacité, ce qu'on appelle énergie grise, énergie utile, finale, primaire, etc. Alors, en gros, c'est dans nos chaînes énergétiques, il y a des gains qui sont absolument considérables à tout niveau de l'ensemble des échanges. Et cela étant, pour nous, une démarche mégawatt qui en fait est symbolisée en quelque sorte par ce schéma. D'abord, prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels, c'est cette fameuse sobriété. Ensuite, travailler sur les chaînes énergétiques efficaces, de la ressource à l'usage, c'est l'efficacité. Et puis après, on a fini avec la demande d'énergie, on a minimisé la demande, et cette fois-ci, on est sur l'offre, sur la production, où là, il faut produire et substituer par des énergies de flux, comme je l'indiquais tout à l'heure, et non pas de stock. D'où ce travail sur le scénario, de transition énergétique, priorité de sobriété, efficacité, l'utilisation des flux, j'en ai parlé. En conséquence, sur ce scénario, pas de renouvellement du parc nucléaire, donc quelque chose d'un petit peu travaillé précisément, parce qu'on a travaillé réacteur par réacteur pour voir comment on pouvait assurer une transition énergétique, on utilise au mieux en quelque sorte le parc actuel, mais c'est clairement une sortie. Pas de gaz de schiste, pas de capture, séquestration du carbone. Pourquoi pas de capture de carbone? Alors, on est assez d'accord sur la capture. Par contre, dans les conditions actuelles, la problématique de la séquestration, pour nous, ne répond pas à des critères environnementaux qui sont encore satisfaisants. À partir de ce moment-là, on ne prend pas. Et il y a une deuxième raison, identique à celle des gaz de schiste d'ailleurs, aussi, c'est qu'à partir du moment où on est, notamment pour les gaz de schiste, on est dans la poursuite, si vous voulez, de l'utilisation des fossiles, eh bien, ça va automatiquement agir en exclusion d'une politique de sobriété et d'efficacité énergétique et de maîtrise des renouvelables. Mais là, vous parlez pour la France. Là, je parle pour la France. Cela étant, sur d'autres pays, on aurait la même... Non, mais quand on sait que les politiques énergétiques en Chine sont basées sur le charbon... Ah non, oui. Non, c'est pas un jugement global, général, sur pas de capture, séquestration de carbone. Yeah. Ah, d'accord, par rapport à ça. Oui. Moi, je suis... on n'a pas d'études et de résultats qui permettent de dire qu'au niveau de la séquestration, il n'y a pas de souci. Et ça c'est comme au jour d'aujourd'hui. Donc, fonder après des scénarios sur quelque chose qui reste une inconnue technologique, on s'y est refusé. C'est de la même façon, ce n'est pas un scénario sur lequel on va se fonder sur la fusion, ni sur la 4e génération. Oui, il y a les Allemands qui ne sont pas au stade industriel, mais qui sont dans une transformation du carbone en faisant un mix avec l'hydrogène, de transformer le carbone en carburant. Alors Absolument. pour l'instant, c'est au stade d'expérimentation, mais c'est sérieux. Absolument, ça s'appelle la méthanation. Voilà. Et ça, on le retient, et d'ailleurs, ça fait partie tout à fait de notre scénario, mais à l'horizon 2025, oui, 2030 à peu près. Ça, c'est une voie, par contre, qui nous paraît extraordinairement intéressante, et qui, par contre, utilise la capture. C'est-à-dire, au lieu d'enfouir le CO2, alors on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer derrière sur le CO2, qui est quand même soluble, hein, vraiment. C'est pas simple, la soluble, hein, c'est pas du... est-ce que derrière, on n'a pas des remontées vraiment l'idée est plutôt de dire, organisons la capture, notamment dans des centres industriels, ou sur des petites unités, d'ailleurs, de production, et en combinaison avec l'hydrogène, à ce moment-là, on fait du CH4, du méthane. Là, c'est une voie qui est prometteuse,
et sur lequel nous, on a non pas fondé notre scénario, parce qu'on pourrait en fait se passer quand même, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. D'autant plus que ça crée derrière ça permet d'avoir finalement un double réseau. C'est-à-dire de pouvoir gérer les renouvelables à la fois avec un réseau électrique et avec le réseau de molécules qui représente le méthane. Je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure après là-dessus, mais là il y a un point qui est très clé dans la transition. Excusez-moi, là il y a un truc que je ne comprends pas, parce que le CO2 c'est quelque chose, le méthane c'est encore pire. Donc, capter du carbone pour faire du méthane qui est 23, qui a un effet de serre 23 plus. Non, mais ça, CH4 qu'on va utiliser comme carburant, c'est pas le CH4 méthane de l'atmosphère. C'est pas le méthane qui intervient, c'est l'hydrogène. Alors on le brûle. Donc on fait du CO2. On fait du CO2. Oui, bien sûr. Là où il y a dégagement de méthane, par exemple, là où il y aurait un travail très rapide à faire, c'est sur les décharges. Effectivement, une décharge émet du méthane, là c'est vraiment un gros problème. C'est autre chose. Pardon ? Du biogaz, pas du méthane. Oui, c'est du biogaz, vous avez raison. Mais en tout cas, s'il n'est pas capté, ça reste quand même de la molécule de méthane qui va à l'atmosphère. Et le reste. Pardon ? Et le reste, c'est ça. Ok. Donc, un scénario réaliste, on est en fait sur cette question-là. C'est-à-dire que l'idée est de partir que de solutions qui soient matures ou tout au moins sur lesquelles on a, comme avec la méthanation, maintenant des pilotes et des dispositifs sur lesquels on peut imaginer qu'il n'y a pas vraiment de raison, mis à part de problèmes économiques d'investissement, que ça ne fonctionne pas. On n'est pas du tout face à une problématique liée à la fusion, par exemple, sur laquelle il y a énormément d'incertitudes de recherche. Donc, du coup, on se dit, il y a des ruptures qui peuvent arriver. Si demain on séquestre le carbone sans aucun problème, ok, on prendra. Mais en gros, on n'en fait pas un point fort du scénario, on le garde sous la pédale. Et puis, une volonté soutenable, et finalement, la phrase clé de ce scénario, c'est à la fois une analyse multicritère, j'en ai parlé pour le nucléaire notamment, pas uniquement carbocentré, et puis une ligne directrice qui est léguer des bienfaits des rentes aux générations futures, actuelles, plutôt que des fardeaux et des dettes. Et ça, je crois que cette phrase-là, elle est clé, finalement, évidemment, de nos problématiques énergétiques, mais aussi d'un grand nombre de décisions qui devraient être prises par la sphère citoyenne et politique. Alors, je vais défiler assez vite la partie technique. Ça, c'est l'usine à gaz. Alors, voilà, non, ça, c'est la France. C'est pas l'usine à gaz, c'est la France. C'est la France, on a, c'est pas le métro c'est pas le plan métro de Paris non plus. C'est, pour faire notre travail, on a été obligé de reconstituer la totalité des chaînes énergétiques qu'il y a en France. C'est pas si simple que ça, sur le plan statistique. Ça paraît très compliqué, mais en fait, là, c'est simple. Vous avez ici, là, à gauche, ce qu'on appelle l'énergie primaire. C'est-à-dire là, le charbon, en haut, qu'on utilise. Le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, oui, ici. Et puis, toutes les énergies renouvelables, avec l'énergie la plus importante, c'est la biomasse solide, c'est-à-dire le bois, la bûche, etc. Ça, c'est le paysage français. Et donc, vous voyez qu'il est évidemment très conditionné par l'ensemble des énergies fossiles qui sont là, difficiles, ici le nucléaire. Et puis, à droite, ici, vous avez, tout à l'arrivée de la chaîne de production, ce qu'on consomme en chaleur. Voilà. Ce qu'on consomme en chaleur, ce qu'on consomme pour le transport, en mobilité, ce qu'on consomme en électricité. Donc, par exemple, vous voyez pour la mobilité, la grande partie vient du pétrole transformé en carburant, mais il y a un tout petit bout en énergie électrique, il y a un tout petit bout en gaz, GNV, gaz véhicule, etc.
Donc, avec ces flèches-là, on arrive à reconstituer, la totalité de l'ensemble des flux énergétiques en France. Et tout en haut, c'est les pertes, ici. Et vous voyez qu'il y a un système qui a énormément de pertes ici, qui sont dans le système de production électrique actuel, notamment au niveau du nucléaire, puisque une centrale nucléaire a un rendement de 33%. Donc, ça veut dire que sur 3 kWh initiaux en énergie contenue en quelque sorte dans l'uranium fissile, eh bien, il y en a un qui part pour faire l'électricité, en très haute tension, et puis 2 qui repartent dans la rivière, l'air, etc. Ça représente, au charbon c'est pareil. Le charbon c'est pareil, le pétrole c'est pareil, le gaz aussi, c'est-à-dire le gaz un petit peu moins sur des 40% de rendement. En comptant les pertes dans le transport? Non, uniquement la centrale. C'est uniquement la centrale. Parce qu'on perd 35% dans le transport. Derrière, donc on a à peu près de l'électricité en réalité, globalement, lorsqu'elle est faite sur le plan thermique, c'est à peu près 25% de rendement. Quand vous avez un convecteur électrique chez vous, un radiateur électrique, on dit il a presque 100% de rendement. Oui, dans la conversion entre l'électricité qui arrive et l'effet Joule, 98% à peu près. Mais en réalité, il a 25% de rendement quand on part de l'énergie pétale. L'ensemble de ces pertes, ça représente 900 milliards de kilowattheures. C'est en gros l'équivalent de la totalité de la chaleur dont on a besoin pour tous nos bâtiments tertiaires, domestiques, etc. Voilà les ordres de grandeur. Mais enfin, ce que vous dites là, c'est pas propre au nucléaire, c'est propre à la production d'électricité. C'est propre à la production d'électricité par voie thermique. Par voie thermique. Absolument d'accord avec vous, que ce soit pour le charbon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le gaz, le pétrole, etc. Sauf qu'en France, majoritairement nucléaire. Oui, d'accord. L'hydraulique, c'est beaucoup plus rentable. L'hydraulique, on n'a pas cette perte-là. Les barrages. Par contre, effectivement, l'hydraulique, là, on est à 90% de rendement à peu près. C'est-à-dire le rendement lié à la perte du niveau de la turbine, et là, le taux de conversion est 90%. À peu près. Il faut supprimer les ingénieurs des mines alors. Oui, ça serait... Ils ont disparu. Ça fait plus mine en fait. Alors, on a, si vous voulez, on pourra parler après dans les questions, peut-être dans le débat, peut-être aussi de l'heure, on a aussi réfléchi à la façon de démarrer cette transition énergétique. Et pour nous, ça doit démarrer pas n'importe comment. Ce n'est pas uniquement des mesures techniques, il y a aussi des mesures institutionnelles. Création d'une autre autorité indépendante de la transition énergétique, une gouvernance qui pour nous doit être territoriale sur l'énergie, des éléments de l'urbanisme, etc. Là, j'en ai un petit peu parlé, c'est lié à toute la partie même et finale. Vous trouverez, si ça vous intéresse, dans le livre qu'on a fait, tous ces graphiques. Et on a donc fait une démarche assez complète qui parle de l'usage jusqu'aux ressources, en modélisant en quelque sorte une transition énergétique de façon très fine. Par exemple, pour ce qui concerne les consommations énergétiques sur le plan domestique chez vous, eh bien, c'est modélisé sur à peu près 30 postes de consommation, votre machine à laver, etc. Donc, si on prend les machines à laver, on a les consommations énergétiques du parc des machines à laver, et on a, selon le type de machine, puis on va regarder qu'est-ce que donnerait l'introduction de machines à laver plus performantes, par exemple, ou de politique de machines à laver, par exemple, non pas nécessairement individuelle, mais un petit peu plus collective dans certains cas, donc avec meilleur rendement aussi, etc. Et qu'est-ce que ça donnerait dans une progression sur les années qui viennent, ceci année par année, et jusqu'à 2050. Et puis, donc il y a à peu près de 3000 variables, et puis on a également fait aussi le même travail en puissance, c'est-à-dire pour voir s'il y avait bien un équilibre du réseau entre l'offre et la demande d'électricité en permanence. Vous savez que l'électricité ne se stocke pas, ou très peu, donc il faut pouvoir assurer évidemment cet équilibre, quelle que soit la demande de puissance. Donc on a regardé sur une modélisation
du système électrique français. Et cette fois-ci, c'est la modernisation, non pas année par année, mais heure par heure, jusqu'à 2050, pour voir si tout fonctionne bien.